Travailler c'est trop dur, épauler c'est pas beau, mener la charité, c'est quelque chose que je ne veux plus faire. Âgé de 16 ans, Fabrice, élève en classe de première, trouve le temps de venir pousser une brouette ici, au marché Gouro de Yopougon. Il a visiblement du mal à avancer au milieu de la foule. Comme lui, de nombreux enfants de son âge laissent momentanément ou définitivement le chemin de l'école pour venir se débrouiller ici, selon leurs propres termes. Chaque jour que moi je vis, on me demande ce que je dis. Je dis, je vis sur l'amour. Comme il y a quoi dans l'après-midi, je vais chercher un peu d'argent, voilà l'école, maman c'est. Ben, d'aller me débrouiller, comme mon père lui vit plus, il fait ma mère seulement. Je faisais 5e, j'ai passé en 4e. Ma mère a dit qu'elle n'a pas l'argent pour payer la maison. Maman a décidé, mon vieux il est à Beauville. Même s'ils peuvent se retrouver avec en moyenne 2000 francs CFA par jour, pousser des charges parfois plus lourdes que leur propre poids n'est pas sans conséquence sur leur jeune corps. Ça me fatigue. Bon, il y a mal au rein, mais bon, on me fait mal, mais ça me fatigue. Là, ma main, c'est du. Ici, ça me fait mal. Derrière ici, là. Les clients de ces enfants pousseurs de brouettes louent leur courage. On a acheté la banane. Si eux, ils ne sont pas là, on ne sait pas comment faire pour amener à notre place. C'est eux qui transforment pour nous envoyer. C'est mieux qu'aller voler. Je trouve que ça peut leur créer des problèmes, mais comme ici, ils cherchent aussi pour avoir un peu de jetons sur lui. Donc moi, je souhaite ça aussi, mais je souhaite que Dieu n'a qu'à l'accorder la santé. Mais pour de nombreuses personnes, la place d'un enfant est à la maison s'il n'est pas à l'école. Lorsqu'on demande effectivement à toute la population de ne pas employer les enfants dans les champs, pourquoi les employés alors en train de pousser des brouettes effectivement dans la rue pour traverser, pour quitter le marché, traverser les rues et tout ça là? Je crois que ce n'est pas cohérent. Si les enfants ne peuvent pas travailler aux gens, ils s'en foutent de ses parents, comment il va faire? Il va venir pousser brouettes pour son manger. Tout le monde n'a qu'à corriger ses enfants et occuper les enfants à la maison. Là, ils vont devenir l'homme. La présence des enfants au marché Gouro, comme dans la plupart des marchés à Abidjan, où ils sont appelés à porter des charges que les adultes ne veulent pas porter, fait manifestement débat. C'est quelque chose que je ne veux plus faire. C'est quelque chose que je ne veux plus faire. L'Union des fédérations ouest-africaines de football a choisi la Côte d'Ivoire pour abriter son autre compétition majeure, qui est la Coupe UFOA des dames du 14 au 24 février 2018. Les 8 pays participants ont été repartis en 2 poules de 4 équipes. Logée dans le groupe A, la Côte d'Ivoire sera face au Ghana le 14 février en match d'ouverture au stade Félix Houphouët-Boigny, avant d'en découdre avec le Burkina Faso et le Niger. On a une revanche à prendre sur le Ghana, donc ça nous fait plaisir de croiser le Ghana. Ça nous fait plaisir. Nous ne sommes pas effrayés parce que nous nous entraînons. On s'attendait déjà à ça, soit le Niger ou bien le Ghana. Bon, comme c'est le Ghana, c'est déjà bon, c'est déjà bon. On n'a pas peur. Le groupe B, avec le Nigeria, pays tenant du titre, le Bénin, le Sénégal et le Togo, proposera aussi de très belles oppositions. Les matchs d'ouverture se disputeront au stade Félix Houphouët-Boigny et les autres matchs sur le synthétique du stade Robert Champroux de Marcory. Ce tournoi sous-régional servira sans doute de préparation aux éléphantes, qualifiées pour la 13e édition de la CAN féminine 2018 au Ghana. À travers ces matchs-là, nous allons vraiment nous frotter aux grandes nations. C'est déjà une très bonne opportunité pour nous. Voilà, je prends sur le plan positif ce tirage qui va permettre vraiment à mes filles d'avoir au moins 4 matchs en jambes. Voilà, c'est le plus important. Et au-delà aussi de ce tournoi, il faut pourquoi pas chercher à aller le plus loin possible, remporter ce tournoi, pourquoi pas. Après cette aventure des dames, l'UFOA donnera rendez-vous aux jeunes équipes de la catégorie U17 des pays membres pour une compétition en mai, toujours en Côte d'Ivoire. Beau cadre, prestations folkloriques, invités et personnalités de marque, allocution chaleureuse. Bref,
Tout était en place pour passer un bon moment au cours du lancement du Salon international du tourisme d'Abidjan, édition 2018. Jean-Marie Sommet, directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme et commissaire général du CITA, a expliqué qu'à travers ce salon, la Côte d'Ivoire aspire à devenir la destination la plus fréquentée de la sous-région. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de salons en Afrique. Et nous sommes en dehors de l'Afrique du Sud, nous sommes les seuls salons aujourd'hui avec un véritable potentiel. Nous voulons faire profiter de ce potentiel-là tous les autres pays qui viennent ici nous dire ce qu'ils ont à vendre chez eux. Donc c'est pour ça que nous disons, nous rassemblons l'Afrique en un instant pour 5 jours ici en Côte d'Ivoire. Ce salon qui se déroulera du 27 avril au 1er mai vient démontrer la vision du gouvernement à faire de la Côte d'Ivoire une destination des plus prisées. Nous sommes convaincus d'une chose, c'est que la Côte d'Ivoire, de par l'ensemble de ses réalisations et de par la référence que procure ce salon, nous devenons une destination touristique des plus en vue. Chaque année, nous regroupons dans une région donnée entre 1000 et 1200 élèves et personnels d'encadrement pour connaître les régions. Cela encourage la cohésion. Et comme on parle essentiellement de tourisme vert, comme vous le savez, c'est ce qui marche le plus fort dans le monde. Donc quand on parle des CITA, c'est une opportunité pour nous qui gérons les parcs nationaux de venir présenter ces destinations qui sont originales pour nous. Cette année, l'objectif fixé est d'atteindre 60 000 visiteurs et un peu plus de 450 exposants contre 47 600 visiteurs pour l'édition précédente. L'espace d'accueil du CITA 2018 sera bâti sur une superficie de 10 000 m² contre 8 000 m² l'année dernière. Il est aussi prévu un forum sur l'emploi jeune et plusieurs concours sur la gastronomie, la photographie et les plus beaux stands. Le secteur hôtelier en Côte d'Ivoire est en constante évolution en raison d'investissements importants réalisés ces dernières années. Cet élan devrait être accru avec le Programme national de développement PND 2016-2020, estimé à 30 milliards de francs CFA et dont 65,5% de part est réservé au secteur privé. Des émeutes pour revendiquer la souveraineté de la zone du canal de Panama. C'est depuis 1948 que les Panaméens revendiquent la souveraineté sur la zone du canal de Panama. En septembre 1960, les États-Unis reconnaissent cette souveraineté. Un accord prévoyant le déploiement des 2 drapeaux sur les sites du canal est alors conclu. Il laisse les Panaméens insatisfaits. En janvier 1963, le président Kennedy accepte que le drapeau panaméen soit déployé sur tous les sites du canal où l'on retrouve un drapeau américain. Les Américains contestent cette décision devant les tribunaux. En janvier 1964, le gouverneur de la zone décrète le retrait du drapeau américain sur les sites civils, ce qui enrage les Américains qui vivent dans la zone du canal. Le 8 janvier, des élèves de l'école secondaire Bolboa, encouragés par leurs parents, hissent le drapeau américain devant leur école. Le lendemain, des Panaméens répliquent en voulant hisser leur drapeau sur le même site. Une altercation éclate par la suite entre des Panaméens informés de l'incident et les policiers américains qui, débordés, font appel à l'armée. Les 3 jours d'émeutes qui suivent font 20 morts, 500 blessés et plus de 2 millions de dollars de dommages à des propriétés américaines. Les États-Unis blâment des éléments communistes pour ces violences. Le gouvernement panaméen, quant à lui, rompt ses relations diplomatiques avec Washington, qui impose alors une limitation de leurs prérogatives sur le canal. Grâce au président Lyndon Johnson, des négociations s'ouvrent sur l'avenir du canal. Un accord est conclu en 1977 et fixera le transfert de la possession à Panama pour 1999. Le traité Torrijos Carter en 1977 a fini par établir la neutralité du canal et le soumettre à la double administration panamo-américaine. Le canal n'existe plus depuis le 1er octobre 1979, mais la crise de janvier 1964 laissera néanmoins des traces durables. Panama décrétera d'ailleurs le 9 janvier, fête nationale, le jour des martyrs en commémoration des émeutes. La journée des martyrs est célébrée comme étant un premier pas vers l'indépendance du canal.